messieurs, dames, merci d'être présents pour accueillir Karim Naïtou Slimane, qui a émergé après le Hirak. Donc le Hirak a donné naissance à une élite. Et vous savez, comme tout groupe social, toute société produit ses propres élites. Malheureusement, en Algérie, pour des raisons que vous savez, ces élites ne peuvent pas travailler ou contribuer au développement de leur société. Moi, personnellement, je vois très bien Karim Naïtou Slimane, maire d'Alger, et 15 ans après, Alger serait une ville merveilleuse. Malheureusement, on n'en est pas là. Mais Karim, outre son côté militant, Karim est un universitaire. Il enseigne à l'Université de Paris et il produit des œuvres littéraires. Il est à son deuxième livre. Si vous vous rappelez, le Forcem l'avait invité il y a 2 ou 3 ans à l'occasion de son premier livre, qui était très très original, puisque il avait fait une analyse de l'œuvre de Mohamed Dib, grand écrivain algérien, à la lumière des travaux de Deleuze, de Gilles Deleuze, qui est un grand philosophe et psychanalyste français. Et donc, après cela, Karim a écrit un second roman qui devait paraître chez le même éditeur, mais avec un désaccord sur la signature du contrat. Il a choisi de l'éditer à compte d'auteur. Alors, dans cet ouvrage qu'il va nous présenter, et que personnellement j'ai lu et qui m'a ébahi, je lui ai dit tu aurais dû l'envoyer au Seuil ou à Gallimard, il l'aurait accepté. Dans la qualité de l'écriture, je suis sincèrement, je lui ai dit, sans te jeter des fleurs, tu manies un français littéraire de niveau très élevé. Personnellement, alors que je suis plus âgé que lui, je suis incapable d'écrire le français littéraire comme il le fait. Mais ce qui est étonnant, Karim vient de l'université algérienne et dans laquelle c'était un étudiant arabisant. Il a appris le français tardivement et maintenant il maîtrise un français. Je vous suggère de lire ce livre. Et ce roman est une réponse au roman de Michel Houellebecq, célèbre roman qui a fait de Houellebecq l'un des plus grands écrivains français, traduit dans une 60aine de langues. Et Houellebecq avait écrit donc ce roman dont le titre était Extension du domaine de la lutte. Karim va vous dire quelques mots sur... Cet ouvrage sur ce roman de Karim est une réponse à Houellebecq et au lieu d'extension du domaine de la lutte, Karim il parle de extinction du domaine de la lutte. Houellebecq disait que la lutte ne se limite pas, comme le dit le marxisme, au conflit économique, à l'antagonisme économique. La lutte est partout, y compris dans les sexes, la lutte entre les sexes. Voyez-vous ? Mais Houellebecq, il se focalise surtout sur cet aspect, et donc il dit la lutte s'étend. Et avec ce qui se passe en France, qu'on le veuille ou non, et c'est pour ça que ça donne des boules à l'extrême droite, la France est désormais une société diversifiée, c'est une société post-coloniale. C'est une société post-coloniale dans laquelle l'élément allogène a pris racine et il fait partie de la société française. Les Maghrébins, par exemple, pour ne prendre que cet exemple,
où les Français d'origine maghrébine appartiennent à la société française et ils contribuent d'une manière ou d'une autre à la reproduction de la société française et à sa civilisation et à sa culture. Et en lisant le livre de Karim, j'ai pris encore la mesure de cet enracinement des Maghrébins dans la société française. Karim il le fait de façon romancée, de la façon des romanciers français du 19e siècle. Et la scène se passe à Rambouillet. Et Rambouillet, c'est la banlieue aisée de Paris, là où il y a le château de Rambouillet, qui est une résidence d'État, et il y a un parc que si jamais vous allez à Paris, il faut aller voir. Et la scène se déroule dans ce parc. Et Karim, il décrit ce parc comme vraiment un écrivain fini. Et c'est une histoire entre Gabriel, un révolté, que moi j'aurais dit blanquiste, et Nejma, qui est une Française d'origine maghrébine. Alors c'est enchevêtré, Je vous assure que j'ai lu le livre en 2 fois. C'est-à-dire tellement j'étais... je voulais savoir la fin, et j'étais un peu déçu quand je l'ai refermé, parce que j'aurais voulu qu'il continue, et j'aimerais bien qu'il écrive un volume 2 pour finir. Il y a la suite qui est... Je l'espère, et je serai le premier à l'acheter pour le lire. Voilà, je ne vais pas en dire, je crois que j'ai même un peu empiété sur le temps consacré à notre conférencier. Je vais tout de suite lui donner la parole, et ensuite, pour ceux qui ont lu le livre, ce serait bien de lui poser des questions pour qu'il apporte des éclairages. Voilà, je vous remercie et je te remercie d'être venu. Merci Louali, merci pour cette présentation, comme d'habitude, très très généreuse et bienveillante à mon égard. Merci aussi à nos amis du Forcem pour cette invitation. Merci aussi à nos amis de la Maison de l'écologie pour leur accueil. Et surtout, merci à tout ce public, tout aussi généreux, d'avoir fait le déplacement. Et surtout que parmi le public, je retrouve des visages amis. Je pense notamment à mon ami et mon frère aîné, Djamaldine Benchenouf, qui m'a vraiment manqué et que je retrouve, ça fait plaisir. Et puis tous les autres visages amis que je reconnais dans la salle. Alors, pour parler de ce roman, je vais peut-être commencer par une mise en perspective. Je vais parler de la naissance de ce projet, et puis aussi, à travers quelques explications peut-être sur, on va dire, la genèse de cette œuvre, je lirai aussi quelques extraits qui vont vous permettre un petit peu de vous situer dans le contexte du débat d'idées que ça ouvre, car j'espère quand même inscrire ce roman vraiment dans l'espace du débat public et du débat intellectuel. En rappelant que la démarche du roman est une démarche très particulière. C'est vrai que c'est un roman avec, évidemment, c'est un roman, on peut dire, à thèse, c'est-à-dire avec un fond politique, et aussi, j'espère, parce que vraiment, quand je l'ai écrit un peu sur 3 niveaux, c'est-à-dire le niveau, on va dire le niveau de l'intrigue, celui qui fait tourner les pages au lecteur, et puis un deuxième niveau qui est un niveau politique, qui est vraiment l'aspect, on va dire, réponse, le premier aspect de la réponse à Michel Houellebecq, et puis le troisième niveau, j'espère, je dis j'espère parce que tout dépend en réalité de la réception et de la lecture, ou des lectures, que fera le public. Le troisième niveau, c'est un niveau philosophique, c'est-à-dire ma réponse pour Houellebecq, elle se base sur une vision du monde différente, c'est-à-dire, pour schématiser, ce livre est la rencontre de Gabriel, qui est au départ un personnage houellebecquien, vraiment.
et de Nedjma, qui, elle, non seulement elle vient d'ailleurs géographiquement parlant, mais aussi elle est animée par une vision du monde différente de celle de Houellebecq. Et donc pour parler du contexte un peu de naissance de ce projet, déjà je commence par un aveu. J'avoue que j'aime Houellebecq, contrairement à aux apparences, vraiment. Son racisme ne te dérange pas? Justement, je parlerai de ça après. En tant qu'écrivain, en tant que romancier, parce que je suis de formation littéraire, et pour moi, Houellebecq est l'un des grands écrivains de notre temps. Vraiment, en tant que romancier, sa maîtrise de l'univers du roman est vraiment exceptionnelle, et c'est ce qui fait sa dangerosité. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de répondre par le roman et non pas par l'essai. Parce qu'on ne peut pas répondre à Houellebecq politiquement, parce que Houellebecq se dérobe aux politiques. Quand on lui reproche ses positions, enfin il ne prend pas de position politique, mais quand on lui reproche son discours politique, eh bien il le refuse. Il vous dit, ah non, 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 moi je suis nihiliste déjà, et aussi il vous dit, moi j'écris comme, et d'ailleurs beaucoup de critiques universitaires le présentent comme ça, comme un observateur neutre, objectif, de la société. Et c'est de là qu'est parti mon projet d'écrire ce livre, parce que le projet est né vraiment en 2015, après la parution de Soumission, un roman que j'ai acheté, que j'ai lu, et qui m'a profondément, je dirais, blessé. Parce que j'ai vu comment on peut dévoyer la littérature et comment le discours littéraire, quand il est présenté au grand public, peut être extrêmement efficace idéologiquement et politiquement. Parce que c'est là où réside la force de Houellebecq. Houellebecq, en fait, par son écriture, il présente ce qui relève habituellement du politique, de l'idéologie. Il le présente comme un constat objectif de la société. Voilà. Comme un écrivain qui fait que rapporter ce qu'il voit. Et ce faisant, il est légitime en réalité. Il donne une légitimité culturelle à quelque chose qui habituellement se discute dans les milieux de l'extrême droite. Lui a quand même réalisé cette prouesse, entre guillemets, de ramener dans le débat culturel, dans le monde culturel, ce qui relève directement de l'idéologie. Pourquoi? Parce que le roman Soumission, c'est un roman qui... je sais que certains critiques universitaires vont vous dire que Soumission, il accepte deux lectures. Ils vont vous parler d'une lecture littérale et d'une lecture littéraire. Et ils vont vous dire que c'est vrai que quand vous allez le recevoir juste comme ça, quand vous allez le lire superficiellement, évidemment, Soumission, c'est le roman, l'œuvre de référence même, parce qu'il a fait des émules après, l'œuvre de référence de l'identité nationale. C'est le roman de l'identité nationale qui s'inscrit dans le débat sur l'identité nationale et qui travaille vraiment en profondeur par tous les pouvoirs de la littérature qui sont la projection, l'identification, pas mal de procédés, qui creusent la question du remplacement civilisationnel. Vraiment, parce que c'est ça. Il met en scène une France gouvernée par un parti islamiste modéré. Et ce remplacement civilisationnel, certains disent non, il ne faut pas y voir ça parce que ça n'est pas un projet idéologique, c'est un projet littéraire, donc il faut aller au-delà et il faut lire l'œuvre littérairement. Et évidemment, ça peut être lu aussi comme une réflexion sur le vide spirituel de l'Occident, de la France, et qui, naturellement, par la force des choses, la nature ayant horreur du vide, se retrouve remplie par l'islam. Donc certains disent ça. Ils disent que lui, son intention de départ était bonne. Il ne fait, comme d'habitude, que d'écrire et constater. Et puis vous avez fait une lecture idéologique, les partis d'extrême droite l'ont récupéré, c'est leur problème, c'est pas le problème de l'auteur. Or, pour moi,
ça n'est pas vrai. Parce que quand j'ai réfléchi à l'œuvre de Houellebecq, parce que comme je vous ai dit, et c'est là que je reviens à mon premier aveu, je vous ai dit j'aime Houellebecq. Et je l'ai suivi en fait. Je l'ai suivi depuis Extension du domaine de la lutte. Son roman publié en 1994. En 1994, j'étais à l'école primaire. Donc j'ai découvert évidemment son livre à l'université quand je faisais mon master. En France, j'étais en master 2. Et un prof m'a offert ce livre. Il m'a dit, vous, Karim, vous devez lire ce livre. Il m'a offert Extension du domaine de la lutte. Donc j'ouvre le livre, je commence à lire et c'est extraordinaire. Extension du domaine de la lutte, c'est vraiment le roman matriciel pour Houellebecq. Et donc, dans ce roman, c'est ce que j'ai aimé chez Houellebecq à l'époque, je retrouve vraiment une critique radicale, des plus radicales du libéralisme. C'est-à-dire une mise en scène d'un personnage, un personnage principal, un ingénieur, qui appartient au monde, qui appartient donc au monde, et c'est pour ça que ce livre a été considéré un peu comme une œuvre prophétique, un personnage qui appartient à l'univers informatique, avec tout ce que ça implique d'automatisation, d'informatisation, de standardisation, et tout ça, et le roman d'ailleurs est très intéressant sur cette thématique, parce qu'il décrit vraiment très bien tous ces procédés. Et le personnage principal de ce roman est un personnage désabusé, complètement, qui ne trouve pas sa place, et qui constate juste l'expansion du domaine de la lutte, c'est-à-dire la lutte qui était à une certaine époque, par exemple une lutte sociale, s'étend à tous les champs de la société, y compris à l'intérieur des familles et des couples, entre les couples, et le consumérisme commercial se transforme aussi en consumérisme sexuel. Donc, avec une théorie, on va dire que le libéralisme donne une société où ce qui compte, c'est l'accumulation matérielle, de l'argent et de la réussite matérielle, mais aussi, et c'est vraiment, il est le premier à avoir écrit ça, et je trouve que c'est pertinent, mais aussi l'accumulation des conquêtes sexuelles dans les deux genres. Et donc, à l'époque, ça m'a plu, réellement, j'ai trouvé ça lucide. Et donc, j'ai suivi après son évolution, j'ai lu aussi des autres romans. Et donc, dans ce texte, on commence à voir, et il parle un peu des thématiques de la décadence, par exemple. Et donc, je l'ai suivi jusqu'à Soumission. Et c'est en arrivant en 2015 à Soumission que j'ai compris, en fait, son projet, et pourquoi il est toujours promu par les milieux d'extrême droite. Au départ, il a été promu par la gauche, au moment de, par exemple, l'extension du domaine de la lutte. Et puis, par la suite, évidemment, ceux qui l'ont suivi ont commencé à comprendre où est-ce que ça va mener tout ça. Et par la suite, donc avec Soumission, les choses sont devenues très claires. Pourquoi c'est très clair? Parce que, à travers son évolution, et c'est pour ça que je le classe comme étant un écrivain qu'on peut situer dans l'imaginaire de l'extrême droite, il suffit de voir ces thématiques. Et donc, moi, c'est en regardant ces thématiques que j'ai pensé à cette réponse. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé par Extinction du domaine de la lutte, que j'ai appelé ici Extension du domaine de la lutte, et j'expliquerai pourquoi. Pour arriver, en fait, ce roman répond à la fois à tout ce qui a été, à la matrice qui a été développée dans Extension du domaine de la lutte, mais aussi, il répond aux choses qui ont été développées un peu dans Soumission, d'accord, mais d'une manière littéraire qui n'est pas toujours une manière directe. C'est pour ça tout à l'heure, je dois vous lire pas mal d'extraits. Et donc, par ces thématiques, il développe la thématique du déclinisme, la faillite, ou plutôt la décadence occidentale. Il développe aussi surtout le désenchantement et surtout la perte, et ça c'est très important, la perte de l'utopie politique, de l'idéal politique. On le retrouve vraiment. Ces personnages ne sont pas engagés politiquement. D'ailleurs, dans Soumission, le personnage principal qui est un universitaire accepte totalement, renonce à sa fonction intellectuelle, on va dire entre parenthèses, de résistance et de lutte intellectuelle. Et admet ça, et c'est pour ça que le roman s'intitule Soumission. Et à tout cela, à tout ce que je vous ai décrit sur Houellebecq, je réponds par autre chose, par un autre paradigme, par une autre vision du monde, qui est portée par Nedjma dans le roman, et que Gabriel va découvrir à la fin.
Mais comme c'est un roman, quand on arrive à la fin, quand il va finalement décider de faire un pas, parce qu'au départ c'est un personnage Houellebecquien, il regarde le monde, laisse faire les choses, ne fait rien. C'est à la fin, au dernier chapitre, qu'il va décider, qu'il va prendre une décision, et qu'il va s'engager pour la première fois, et qu'il va décider de faire un acte, mais quand il fait cet acte, quelque chose arrive à la fin. Et tout le roman, c'est un feedback, c'est un roman qui s'écrit en feedback, parce que quand le livre commence, l'histoire est terminée. Si vous voulez, la chose la plus importante est déjà arrivée. Gabriel tente juste de comprendre, c'est tout. Il tente de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, à la faillite houellebecquienne, ce que je propose moi, c'est ce que j'appellerais la crise du sens. C'est une crise du sens, ça n'est pas une faillite. Et s'il lui fait un constat, pour moi, un constat, c'est quelque chose d'achevé. Et c'est ce qui est d'ailleurs très fort chez Houellebecq, c'est que c'est une écriture, si je peux utiliser le terme, incapacitante. C'est-à-dire quand on le lit, on se retrouve complètement désarmé, intellectuellement et surtout politiquement. Ce que je propose, c'est une autre vision du monde. C'est-à-dire mes personnages sont des personnages désirants. Ne sont pas des personnages désabusés, désenchantés. C'est une toute autre histoire. Et d'ailleurs, si vous permettez, je commence par quelques extraits, parce que je crois que ce sont les extraits donc, qui peuvent le mieux nous renseigner sur cette démarche. Je vais d'abord vous lire, si vous permettez, 2 paragraphes du début du roman, vraiment l'ouverture. Ce chapitre est intitulé « Qui ne savait rien encore de l'irréparable ». Et vous allez voir comment s'ouvre le texte sur une interrogation. Et c'est cette interrogation qui ouvre, qui marque cette crise du sens. Ce pas, le premier, le plus important de tous, Gabriel ne l'avait pas fait. Pourquoi? Peut-être à cause de ce rituel du thé. Oui, c'était cela. Nedjma avait invoqué cette tradition pour le libérer d'une autre, celle du premier pas. Car il aurait voulu le faire, lui. Non par amour de la tradition, mais juste pour voir s'il le pouvait encore, et dans n'importe quel domaine. Ici, évidemment, je ne vais pas vous commenter tous les textes, mais cette phrase, par exemple, elle s'écrit en miroir à la thématique de la perte de virilité qu'on retrouve chez les personnages de Houellebecq. Donc lui, il était un peu dans la même situation. Même lorsque Nedjma lui a plu, il n'a pas pu faire le pas. Il ne l'a pas fait, c'était elle qui l'a abordé en premier. Et donc lui s'interroge, il commence par cette interrogation. Car il aurait voulu le faire lui, non par amour de la tradition, mais juste pour voir s'il le pouvait encore et dans n'importe quel domaine. Seulement, avant même que l'idée lui eût traversé l'esprit, elle lui avait proposé de la suivre. Elle avait été la première à le faire, ce pas, sans que son attitude à lui, fichtrement détachée, lui eût suggéré de quelque façon de le faire. Puis, avec une gentillesse encore moins attendue, elle lui avait ouvert la porte de sa maison qui avait donné sur son fils Abel, un adolescent tout à son écran, rivé sur son moment. Était-elle simplement de bonne humeur ce jour-là? On aurait pu le croire. Son accueil sans phare, ses gestes comme autant d'extensions de son cœur, étaient restés gravés en lui. Il y y pensait souvent. Il avait la mémoire parfaite de chaque détail de cette journée. D'autant que cette créature tombée d'un ciel inespéré lui offrirait ensuite son amour et le tirerait du pétrin plus d'une fois. Voilà, donc je m'arrête là pour ça. Donc là, c'est quelque chose qu'on ne retrouve jamais, par exemple, dans l'œuvre de Houellebecq. Pour lui, le personnage, l'amour n'existe pas du tout, il y a juste la rencontre des corps et la consommation de l'autre, du corps de l'autre. Ce qui marque le personnage principal, c'est que lui, au départ, était dans ce paradigme du désenchantement, et puis petit à petit, il va aller à travers cette rencontre. Donc lui, tout le roman, il va essayer de se remémorer les événements pour comprendre qu'est-ce qui a fait que sa vie a basculé après la rencontre de Nedjma, et surtout que cette rencontre se termine de la manière... J'ai noté les passages. Alors, on va page 32. Page 32, ici, le chapitre s'intitule Nedjma. C'est la première fois qu'on va croiser Nedjma dans le livre. Et ici, ça va être un passage un peu long, j'espère que je ne vais pas vous fatiguer. Mais c'est ici qu'on va marquer la bifurcation ou la rupture
avec l'univers, vraiment, l'univers de Houellebecq, avec un passage que j'ai tiré de son livre et que j'ai détourné. Donc on est vraiment dans un cas, ce qu'appellent les littéraires, je parle sous le contrôle de Madame Denise, l'intertextualité. C'est-à-dire là, c'est vraiment un passage qui répond clairement à un passage qui existe dans l'œuvre de Houellebecq et que j'ai détourné. Alors, Nedjma, chapitre 3, Nedjma. La fissure, et pareil, toujours, la fissure, ce sont des mots très importants, parce que c'est la fissure dans son univers. La fissure, la première, dans cette vie noyée dans la banalité du mal, s'était ouverte quelques jours après sa toute première rencontre avec Nedjma. Il se promenait à Rambouillet sous un ciel serein, d'où, soudain, sans alerte préalable, avait résonné l'apocalypse. Un fracas immense, impossible à décrire en une fraction de seconde. Le souffle l'avait avalé, aspiré comme dans un trou noir, hors du temps, de l'espace, dans un non-lieu cauchemardesque. Verdun, Goulag, Holocauste, Guantanamo, tout ce que la terreur humaine avait produit. L'arrêt sur image d'un œil, l'œil d'un enfant de Gaza, crâne broyé sous une poutre, pendant hors de son orbite, comme un fruit pourri vidé de tout éclat, témoignage grotesque d'une horreur indicible. Il était à terre sans savoir comment ni quand il avait basculé. Autour de lui, des débris flottaient, se tordaient dans cette faille distordue, cette sorte de Guernica où il venait d'être précipité, emporté par une peur sans nom. Cette explosion n'avait probablement pas duré longtemps. L'idée de durer lui échappera encore. Dans ses souvenirs, pourtant, elle continuait de résonner, contrastant avec ce grand silence tout juste traversé de bruits assourdis qui le nembaient. Étendu sur la chaussée, il s'était dit que rester immobile était encore ce qu'il pouvait faire de mieux, ne pas attirer l'attention. Puis, contre toute attente, le chaos s'était dissipé. Le tourbillon des objets, des débris, des fragments de désastre, la danse macabre des cadavres arrachés à son cauchemar, tout cela s'était évaporé, aussi brutalement que c'était venu. Tout s'était éteint. Le paysage avait retrouvé sa tranquillité, comme ça, d'un coup, comme si tout ce vacarme n'avait été qu'une farce, une illusion. Le calme était revenu, ce calme si familier, celui qu'on traverse sans y prêter attention, qu'on prend pour acquis, sans jamais imaginer que l'horreur peut surgir à tout moment, sur la terrasse d'un café. Et là, je fais référence aux événements de 2014 à Paris. Sur la terrasse d'un café, au bord d'une plage, dans une salle de concert, sur la piste de danse. Et pendant ce temps, la vache bretonne broute. Broute encore. Broute toujours. Nedjma l'a trouvé là, étalé sur le sol, quand Allah courut dehors. Gabriel, lui, est resté muet, comme si le choc lui avait ôté la parole. Pourtant, il l'a vu, Nedjma. Nedjma et sa voix, forte, claire, qui l'appelait, mais répondre. Il est resté là, incapable de bouger, perdu dans une sorte de torpeur entre éveil et inconscience. Elle a sûrement cru qu'il était mort, l'air idiot, l'air d'un cadavre. Mais quand elle s'est approchée, enjambant les débris de la voiture qui avait percuté le mur, Gabriel a commencé à revenir à lui. Elle l'a attrapé, drôle d'idée, par une jambe et l'a tiré avec une force peu commune, à distance de la carcasse en flammes. Il fallait oser, surtout que la seconde explosion n'allait pas tarder. 10, 20, 30 secondes après, tout au plus, et la voiture accidentée de sauter. Complètement, oui, artistiquement même, avec le chauffeur grillé dedans, carbonisé comme un morceau de viande oublié sur un barbecue. Je continue puisque je dois arriver au passage, mais... Après le départ de la police et des pompiers, la tranquillité, la vraie, s'est réinstallée. Nedjma l'a alors emmenée chez elle, juste en face, derrière cette porte où un adolescent, tablette à la main, les attendait sans les attendre. Nedjma a avoué à Gabriel qu'elle avait ri quand elle l'avait relevé, puis elle s'est mise à l'imiter, cette manie qu'elle a de parler avec les mains. C'est à cause du soleil. Ici, je fais référence à Meursault, l'étranger. C'est à cause du soleil, répétait-elle, éclatant de rire. Gabriel, lui, ne comprenait pas. Perplexe, il la regardait gesticuler, puis cette autre manie, faire parler les objets. Elle s'est précipitée vers la bibliothèque. Attends, 1 minute plus tard, elle est revenue avec un livre de Camus. Tiens, tu liras ça. Fébrile, elle lui a décrit ensuite, expliqué, relaté tout plein de choses, tandis qu'elle désignait la fenêtre de ses 2 pommes, rhabillée en gestes amples l'endroit de l'accident.
Mais Gabriel ne retiendrait presque rien, happé par le plus beau des charmes, à lui seul événement, le charme qui s'ignore et diffuse, vous envahit en continu, emporte tout. Plus tard, elle a cuisiné pour lui, cuisiné son couscous, puis, surtout, cette balade nocturne au château, le long du sentier bordé d'arbres, sous une lune pleine, qui brillait comme un soleil. Ils ont marché longtemps dans ce paysage apaisé, presque irréel, offrant un contraste flagrant avec le chaos qui avait précédé. Le temps, celui-là même que Gabriel s'était souvent acharné à tuer, ces minutes insignifiantes d'autrefois semblaient avoir changé. Tout paraissait suspendu. Mais je dois ici m'interrompre. Oui, m'interrompre. Moi, le narrateur. Moi, le démiurge. Moi, le Dieu de ce roman. Car la suite exige votre foi. Votre foi en l'humanité, celle qui peut tromper ses seuls instincts. L'homme n'est pas qu'un mâle reproducteur. Il n'est ni une souris, ni ce taureau, parce que dans leur extension du domaine de la lutte, il y a toute une métaphore sur le taureau qui insémine la vache, chez Welbeck. L'homme n'est pas qu'un mâle reproducteur. Il n'est ni une souris, ni ce taureau sélectionné pour inséminer femelle en série. Et la relation homme-femme, dans celle où s'établissent les rapports sexuels, est bien plus qu'une fonction. Si tel dogme vous dérange, refermez ce livre dès maintenant. Il n'est pas pour vous. Sinon, continuez en ayant foi. Foi dans le pacte que je viens d'établir avec vous. Reprenons. Comme Gabriel, et c'est là donc où je vais vraiment poser l'une des thèses du roman, c'est-à-dire l'éveil sentimental du personnage Welbeck. Comme Gabriel, vous avez peut-être déjà ressenti cela. Marcher aux côtés d'une femme séduisante, le cerveau de la baise débranché. Marcher, ressentir, regarder de concert. Partager le paysage, les vitrines, les arbres, le ciel. L'écouter parler, oui, vraiment. L'écouter avec vos yeux, vos lèvres, vos mains, d'un transport de tout votre être. Et pourtant, vous êtes déjà bien engagé dans le domaine de la lutte. Loin, très loin du bord. Mais à cet instant précis, vous seriez prêt à déposer les armes et à le signer. Donc sur cette phrase, par exemple, et pourtant, vous êtes bien engagé dans le domaine de la lutte, loin, très loin du bord, c'est une phrase que j'ai prise littéralement, vraiment du texte de Welbeck, du texte original. Par contre, lui, quand il s'adresse à son lecteur, il va vous dire, n'ayez pas peur, je vais juste vous accompagner vers votre naufrage. C'est ce que dit Jésus. Et moi, ici, c'est là qu'on va bifurquer, parce que ce que je propose au lecteur, et pourtant, vous êtes déjà bien engagé dans le domaine de la lutte, loin, très loin du bord. Mais à cet instant précis, vous seriez prêt à déposer les armes et à le signer, cet armistice improbable, prêt à vous ranger dans le camp d'une paix royale, d'une certaine sérénité peut-être bien, d'un ennui délectable, vous caser ensemble. Ce que vous vous apprêtez à lire n'est pas une romance. Ils vécurent heureux, ici, est un hors-sujet. Ni mariage, ni enfant. Non, une tragédie. Tout à fait ordinaire, humaine, trop humaine. Vous êtes lectrice ou lecteur, qu'importe. Nul n'est parfait en son genre. D'autant que cette histoire parle autant aux hommes qu'aux femmes. Mais fermons la parenthèse maintenant. Poursuivons. Sur son carnet, à propos de cette nuit numineuse, et ce mot pour l'anecdote, numineuse, c'est une écrivaine française qui me l'a appris dans une conférence. Donc j'étais bloqué sur mon manuscrit pendant des mois. Et un jour j'étais comme ça à une conférence, j'entends l'écrivaine en question dire une nuit lumineuse. Après la fin de quoi, je lui dis, que veut dire lumineuse? J'ai cherché, mais vous voulez dire quoi lumineuse? Et elle m'a expliqué ce que ce terme implique de spirituel. Et donc, franchement, ça a débloqué un peu mon texte, parce que ça m'a donné vraiment le juste qualificatif pour cette nuit. Sur son carnet, à propos de cette nuit lumineuse, Gabriel a noté: nous aurions dû continuer de marcher au lieu de nous arrêter là-bas, devant mon appartement. Nous aurions pu traverser tout Rambouillet, longer le château et parcourir tout le domaine sans jamais nous arrêter. Il n'y aurait pas eu de premier baiser, ni tout ce qui a salement glissé, jusqu'à finir par nous baiser, tout compte fait. Nedjma aurait été libre de ses mouvements, encore, tout à nous deux, comme aujourd'hui, certes, mais libre de ses mouvements, libre de demeurer en mouvement.
Donc ça, c'est vraiment la réponse, si vous voulez, à extension. Et c'est la première grande thématique que développe ce roman. La deuxième chose qui a été vraiment déterminante dans mon approche, c'est le côté littéraire. Et c'est pour ça que je crois qu'il est beaucoup plus compliqué d'écrire un roman qu'un essai. Parce qu'un essai, la démarche est claire. C'est-à-dire qu'on pose les idées et on mène le combat d'idées. Mais dans la littérature, il y a autre chose. L'espace littéraire, ce n'est pas uniquement l'espace de l'intrigue. Parfois même, et même je dirais souvent dans la littérature, les choses les plus importantes ne se jouent pas par l'intrigue. Ce n'est pas l'histoire qui compte. Ce sont les personnages, la vision du monde partagée et véhiculée par les personnages et surtout le traitement de la langue. Et c'est là que j'ai dû vraiment faire un travail, j'espère que un travail qui va aboutir, c'est qu'en analysant justement l'écriture de Houellebecq, je me suis rendu compte que c'est son style qui lui permet de faire ce que lui seul sait faire, vraiment lui seul dans le paysage littéraire français sait faire. C'est-à-dire faire de l'idéologie en prétendant faire de la littérature. Il utilise un style complètement désaffecté. Quand vous lisez, et c'est ce qui fait de lui d'ailleurs le grand romancier, c'est un romancier, il a un travail sur le style. Alors c'est pas la langue blanche de Camus, mais c'est une écriture, on va dire, impersonnelle, sans âme, désaffectée, celle du journaliste, je dirais même pas celle du journaliste, mais celle vraiment du rapporteur, de celui qui rédige un rapport sur une réunion par exemple. Et c'est comme si ces romans étaient des suites de rapports sur nous, voilà, des constats, des comptes rendus de son époque. Et c'est comme ça qu'il le présente d'ailleurs. Et dans le texte, on trouve ça par cet usage d'une langue complètement désaffectée. Alors à ça, ma réponse est d'utiliser un autre style, complètement différent. C'est-à-dire, mon écriture, le style avec lequel j'ai écrit, avec lequel j'ai écrit ce livre, est un style assumé, vraiment avec une tendance, je mets ça entre guillemets parce que le mot est très grand, lyrique. C'est-à-dire que je n'ai pas hésité à tendre vers le lyrisme, à reprendre parfois les structures de la tragédie, et tout à l'heure je vais vous lire un extrait d'un passage, non seulement l'esprit de la tragédie, mais même la mise en scène parfois qui s'accélère et qui utilise des mots chargés en émotion. Les personnages dans mon livre, contrairement aux personnages de Houellebecq, je vous l'ai dit dès le départ, ce sont des personnages passionnés, désirants. Au contraire, certains croient, alors au départ, pas à Gabriel, parce que Gabriel, lui, n'arrive pas à faire la bonne lecture du monde. Mais les autres personnages croient à l'utopie, par exemple le politique. Et vous allez voir d'ailleurs la différence, j'espère que pour ceux qui ont lu Houellebecq peuvent faire un peu le contraste. Je vais vous lire donc un passage, c'est page 63, je vais voir ce que c'est ce passage. Je vais vous lire le passage, la scène qui se déroule, voilà, c'est le passage sur les Gilets jaunes. Parce qu'il y a tout un fond politique pour l'intrigue. Et ce passage est intitulé « Aux armes citoyens ». Et ici, on retrouve donc Gabriel, qui est parti au départ uniquement en homme curieux, avec un autre personnage, qui est vraiment, pour moi, un archétype du militant, de celui qui croit à la lutte politique. C'est vraiment l'antithèse du personnage de Houellebecq, et qui s'appelle Max. Et c'est là qu'on va retrouver, donc, Max appelle au téléphone Gabriel, l'invite à partir avec lui, à aller avec lui à Paris, participer à une manifestation des Gilets jaunes. Et la scène se déroule sur l'esplanade donc des Invalides, au moment des Gilets jaunes. Et ici, vous allez voir que comment, par l'écriture, je le fais sciemment, je sublime les différentes scènes pour sortir justement de l'écriture, on va dire, du rapport, d'accord, pour donner un peu plus d'âme à l'écriture, parce que la vision du monde est différente. Alors, arrivé sur l'esplanade, avec son dôme doré, ses statues et ses canons exposés, Gabriel et Max se retrouvent face à un cordon massif de sécurité. Des CRS en tenue anti-émeute, casques vissés, boucliers levés,
quadrille la place où sont rassemblés des milliers de manifestants, flanqués de gilets jaunes. Les fourgons blindés, déployés à des endroits stratégiques, bloquent toutes les issues. Un policier en civil émerge soudain du beau milieu d'un des groupes de CRS, fonce, badge tendu, sur Gabriel et Max. Un veau papier claque dans l'air. Gabriel, sans un mot, fouille dans son sac, puis en sort lentement son portefeuille. Il extirpe sa carte d'identité et l'attend au type raide comme une matraque. Le flic s'empare brusquement de la carte, enfonce son œil dans le sien avec une intensité qui le met mal à l'aise. « Votre nom ?» ordonne-t-il. Max, qui a observé la scène avec un air faussement détaché, intervient avant que Gabriel n'ait à répondre. « C'est écrit sur la carte, réplique-t-il, d'un ton sec et désinvolte. Le flic ne bronche pas. Il lève un regard noir sur Max. « Papier !» exige-t-il encore. La voix dure et froide. Max croise les bras, une lueur d'ironie au fond des yeux. « Je les ai pas, mes papiers. Je les ai oubliés. » répond-il, reclus en coin, cynique. « Oubliés ?» questionne lentement le type, mais au défi de devenir plus menaçant. Max, sans se démonter, soutient son regard. « Ça arrive, non ? On oublie des choses, des fois. » C'est à cet exact moment que le premier fumigène explose contre les boucliers des CRS. Une traînée épaisse de fumée rouge envahit l'air, se répand dans un tourbillon âcre. Le paysage, déjà lourdement chargé, bascule en un instant. Le cortège des gilets jaunes, jusqu'alors contenu, se transforme en une vague furieuse. Des cris jaillissent, des slogans, hurlés à plein poumon, se mêlent aux explosions sourdes des grenades lacrymogènes. Gabriel est happé par la foule, véritable raid marin qui l'emporte avec Max. Les CRS, alignés en formation serrée, boucliers levés, se mettent en mouvement pour contenir les manifestants. Leur pas résonne en cadence sur le pavé, charge d'une légion romaine avançant inexorablement vers l'ennemi. Leurs visages, masqués derrière des casques noirs, sont impénétrables, machines de guerre qui se mettent en mouvement. Max, exalté par la montée d'adrénaline, crie comme un possédé. « Ça commence, Gabriel, on y est, en avant !» Les manifestants, loin de reculer devant la charge des CRS, ripostent avec une ferveur endiablée. Des pavés volent, projetés tels des obus, des bouteilles, des canettes, des bouts de trottoir, des projectiles en tout genre s'écrasent contre les boucliers en formation défensive. Un hélicoptère survole la place, attise l'excitation de la foule. Des barricades sont dressées, des feux allumés, des petits d'abord, briquets et bouts de tissu. Puis, rapidement, on se met à cramer des voitures. Le ciel clair, quelques instants plus tôt, noirci sous les volutes de fumée. Max se démène comme un beau diable. « On lâche rien ! Résistance, résistance !» hurle-t-il, en se jetant de tout son corps contre les lignes des forces de l'ordre. Le voilà qui frappe un CRS, avant qu'un autre lui envoie un coup de matraque à la volée. Il trébuche, tombe, tente de se relever, mais trop tard. Les CRS l'encerclent, le rouent de coups, le piétinent, bam, paf, tchac, boum. Gabriel avance vers lui, essaie de lui venir en aide, mais la cohue le fait chanceler. On tambourine dans son dos, à coups de poing et de pied. Tout autour, c'est la confusion totale. Des silhouettes courent dans tous les sens, masques et écharpes serrées pour filtrer l'air devenu irrespirable. À un moment, un manifestant fait tomber une grenade lacrymogène au pied de Gabriel. Boum! Une détonation. Oui, une épaisse fumée qui se dégage instantanément, envenime l'air, lui brûle la gorge et les yeux. Il tente de s'extirper de là, trébuche, manque de se renverser, quand Max, qu'il ne voyait plus, le rattrape d'une main ferme. « Tiens bon !» crie-t-il à travers le vacarme. L'étau des CRS, plus organisé, se resserre. Les charges sont méthodiques, violemment méthodiques. Chaque offensive repousse les manifestants un peu plus loin, les disperse dans une panique croissante. Un LBD est levé, pointé vers la foule. Gabriel voit le canon se tourner dans leur direction. Il a juste le temps de pousser par Max pour l'éloigner de la trajectoire du projectile. Un coup sec retentit, un manifestant s'effondre, touché à l'épaule. Son cri déchirant excite encore plus la foule. On ne se retient plus. « C'est la guerre, c'est la guerre !» Max et quelques manifestants zélés tentent une percée à travers le mur compact des CRS, qui avancent inexorablement sur eux. Tous reculent alors, sauf Max, qui défie la logique du repli, les yeux brillants d'une exaltation morbide. « Allez, on lâche rien !» hurle-t-il, en ajustant l'écharpe sur son nez. Mais alors qu'il tente de motiver le groupe pour tenir bon face au CRS, Gabriel entend le sifflement. Un bruit bref, strident, puis un choc sourd. Max s'effondre d'un coup,
comme un robot qu'on aurait débranché. Le projectile l'a frappé en pleine tête. Son crâne, comme une pastèque, a volé en éclats. Le sang s'y met à gicler sur le pavé, se mêle à la poussière et à la fumée. Tout autour, le mouvement ne s'arrête pas. La bataille continue, indifférente à ceux qu'elle laisse sur le carreau. Gabriel a rejoint Max, se penche sur lui, mais ses yeux sont déjà éteints, figés dans cette expression sidérée de qui n'a pas pu réaliser totalement l'inéluctable. Tout devient flou pour Gabriel. Le bruit se fond en un bourdonnement lointain. Sa vision se brouille. Il a envie de vomir, vomit. Le visage de Max, capturé dans la mort, le fixe avec son masque énigmatique. Une femme se penche à son tour sur le corps, puis, se redressant comme une furie, les yeux injectés de sang, de larmes, se met à entonner la Marseillaise. On se met à la reprendre avec elle, timidement d'abord, puis d'une seule voix. La foule crie face au CRS ahuri. « Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons !» Un individu parmi les manifestants, personne ne saurait dire qui, propose de hisser le corps du martyr. Un mouvement collectif s'amorce et bientôt, plusieurs bras se tendent pour soulever le corps inerte. Ils le portent au-dessus d'eux, le visage tourné vers le ciel, ses traits figés dans cette expression mystérieuse. Gabriel, égaré au milieu de cette scène irréelle, pousse les épaules pour soutenir le corps de son compagnon. La Marseillaise résonne toujours, résonne encore, de plus en plus fort. Marchons, marchons, reprise en chœur par la foule entière des Gilets jaunes, qui avancent maintenant lentement vers les CRS, l'esplanade des Invalides, les rues, les boulevards, les immeubles, les arbres, Paris, tout Paris se met à trembler, à mesure que la foule chante. Marchons, marchons. À la vue de cette procession solennelle, l'un des CRS, puis un autre, abaisse leur bouclier. Et comme s'ils sortaient d'un rêve, les autres CRS, l'un après l'autre, enlèvent leur casque et posent leur bouclier à leurs pieds. Leurs visages sont devenus semblables à des visages miteux d'enfants pris en flagrant délit, conscients d'avoir fait une énorme bêtise. Gabriel, yeux brouillés par la fatigue et l'émotion, ne sait plus où il se trouve. Cette scène surréelle dure encore quelques minutes, puis, lentement, le chant faiblit, se dissipe. La foule, comme une marée qui se retire, commence à se disperser. Gabriel, exténué, laisse ses bras retomber le long de son corps, passe le relais aux secouristes pour s'occuper du corps de Max. Seul, à l'angle d'une rue, il sent encore la brûlure de la lacrymo sur sa peau, mais c'est l'épuisement qui domine. Il ne remarque pas tout de suite les policiers en civil à la manœuvre, visage masqué, venus l'encercler discrètement, lui bloquer le passage, sans un bruit, et sans sur lui. « Vous allez venir avec nous, » dit l'un d'eux d'une voix neutre. Gabriel n'oppose aucune résistance, jette un dernier regard vers l'esplanade désormais vide, baignée dans une lumière crépusculaire. Le corps de Max a disparu. Voilà, donc par exemple, cette scène où vraiment, à mon avis, qui se dresse vraiment comme pareil aussi, une réponse, on va dire, stylistique à l'écriture. C'est vrai que c'est un style qu'on n'utilise pas trop souvent, mais qui est déterminant, à mon avis, de cette vision du monde des êtres exaltés, désirants. Et je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps pour finir avec... Peut-être 5 minutes pour le débat. Donc je termine sur ça, donc je vais peut-être récapituler et je laisse peut-être les lecteurs découvrir le livre dans son entièreté après. Voilà, donc extinction du domaine de la lutte, si je peux dire quelque chose sur cette extinction, parce que comme ça je ne vais pas, comme disent les jeunes, spoiler l'histoire et je vais vous laisser un peu de curiosité. Il y a un passage un peu vers la fin qui va suivre ce que j'ai lu, où Gabriel fait le constat et évoque ce que c'est que l'extinction du domaine de la lutte. Il comprend que lui-même était dans une situation, s'est retrouvé dans une situation d'extinction du domaine de la lutte. D'ailleurs, si je retrouve le passage, peut-être je vais finir avec ça, je vais vous lire la page, et je vous laisserai peut-être après, je laisserai l'espace à vos questions, parce que je pense que j'ai fait le tour. Juste, je vous lis son constat, le constat du personnage, et après peut-être, je laisserai le lecteur, parce que vous savez, quand on écrit un livre, et c'était même le sujet de ma thèse, c'est qu'on n'est pas maître de l'interprétation.
On donne au départ, évidemment, un sens à notre écriture. Mais ce sens n'est pas exclusif. Et parfois, il peut même être très loin. Des gens vont peut-être faire autre chose, une autre lecture du livre. Donc, je termine alors sur ce passage. Donc, c'est un passage. Donc là, Gabriel sort de garde à vue. Et durant la garde à vue, il est resté toute une journée, il a eu le temps de repenser à pas mal de choses. Et donc là, c'est le moment où il sort de garde à vue. Et il va partir sur ça, et ça se termine après, la dernière phrase, ça sera l'extinction du domaine de la lutte. Donc, il va donner un peu sa conclusion sur cette garde à vue. Parce que, pareil, il faut vraiment que je vous rappelle un détail sur l'œuvre de Houellebecq, Extension du domaine de la lutte. Le personnage principal au début du livre, l'une des choses qui vont déclencher un peu sa folie, parce qu'il termine comme un fou, c'est que, je ne sais pas, pour ceux qui ont lu le livre, il a oublié sa voiture. Il a perdu sa voiture. Donc il part d'un geste banal. Il a garé sa voiture, l'ingénieur, dans l'œuvre de Houellebecq, a garé sa voiture et a oublié le lieu. Il ne la retrouve plus. Et il a honte d'aller faire une déclaration de perte parce que les policiers, comment il va leur dire que j'ai oublié ou j'ai garé ma voiture. C'est comme ça que ça commence avec Houellebecq. Et ici, je vais faire justement un clin d'œil à ça et aux autres petits problèmes que Houellebecq place dans le centre de la vie des gens, pour éclipser les vraies questions qui pour moi sont des questions in fine, le terme est grand mais je l'utilise quand même, existentielles. Alors, à propos de cette garde à vue, sur la dernière page de son carnet, Gabriel a noté: dans la plupart des films ou dans les histoires que j'ai lues, le héros, après moult épreuves et adversités, trouve leur chemin grâce à une foi inébranlable. Mais moi, en franchissant le seuil de ce commissariat, je ne ressentais rien de tout cela. Je sentais même que je m'étais égaré davantage et que j'étais plus que jamais loin du rivage. Le peu de foi qui me restait s'était évaporé là-bas, quelque part entre les murs de cette cellule de garde à vue, où, durant des heures, je me suis retrouvé à huis clos, esselé, en tête-à-tête avec le diable, mon diable. À peine d'or, encore sonné par la fraîcheur crue de l'air que je respirais enfin, qui me brûlait presque les poumons, après avoir vécu un étouffement au commissariat, je me demandais comment un type comme Mandela avait pu tenir 27 ans. 27 ans au cachot, sans se dissoudre. Mandela, oui. Ce nom tournait dans ma tête, allait et revenait sans cesse. Il avait tenu, lui, Mandela, alors que tant d'autres, des ordinaires, des comme moi, se brisent au bout d'une heure de garde à vue, s'écroulent, perdent pied au premier tutoiement d'autorité et finissent par se balancer au bout d'une corde, expirent sur place. Parce que cela n'a rien à voir, je le sentais, cela n'a rien à voir avec l'envergure du malheur. Non, c'est la place qu'on se donne au milieu de tout ça. C'est l'ancrage qu'on a dans le monde ou qu'on n'a pas. Mandela, lui, ne ramait pas pour sa gueule. Mais moi, là-bas, dans cette cellule, qu'avais-je en moi? Des fantômes. La différence, oui, je la comprends mieux maintenant. Une guerre, un désastre, une peste, un emprisonnement politique. Ce sont des questions de sort commun. Ça ancre, ça donne un sens, ça justifie une vie, même dans l'horreur. Mais les petits malheurs à soi, une garde à vue infâme, la voiture oubliée en stationnement, le pneu crevé sur l'autoroute, le découvert sur le compte, la fuite chez la voisine du dessus, ce sont des ennuis solitaires, honteux, qui n'intéressent personne. On les affronte seuls, ces monstres, et ils finissent par dévorer, par tout dévorer d'un espoir, par triompher, toujours, par la soustraction progressive, insidieuse, de tout élan vital, jusqu'à vider une vie de toute vie. Et résister, c'est se condamner à la folie, à un combat sans témoin, sans honneur ni applaudissement, une lutte absurde où l'on perd, où l'on se perd, toujours. Voilà pourquoi, me dis-je, en repensant à ce foutu livre qu'une aide humaine m'avait mis entre les mains, cette vision cabossée du monde, dénuée de sens, où chacun se gâche à chercher à tirer son épingle du jeu, à ramener le monde à soi, c'est ça, oui, réduire le monde à sa petite personne. Voilà pourquoi j'ai flanché là-bas, dans cette cellule, croulée. Rien dedans, rien dehors. L'extinction du domaine de la lutte.
Voilà. Merci de votre Merci écoute. Karim, merci.